Mes chers amis, merci pour votre présence pour cette réunion, première réunion de l'année militante, on peut dire. Après les terribles épreuves et les étranges épreuves que notre pays a vécues depuis plus de 6 mois maintenant, parce que ça a commencé avant le confinement. On a tous été confinés chez nous parce que le gouvernement nous a dit sagement de rester chez nous, et on reste un septième, je crois, de l'humanité est resté confiné. Ce sont des choses assez exceptionnelles. Et forcément, cette crise, cette épidémie qui est devenue pandémie, même si finalement elle touche extrêmement peu de monde et que sa mortalité est extrêmement peu faible, puisqu'on parle d'un mort pour 9000 habitants, eh bien, en tout cas, cette crise, quelle que soit sa réalité dans nos vies, elle a bien sûr affecté tous les aspects de la vie de tous les Français. Et donc, toutes nos vies ont été affectées négativement par cette crise. Et notamment la vie publique, la vie politique, qui, vous le savez bien parce que vous l'avez vécu, vous y avez participé, et nous vous en avions remercié pour cela, et nous vous remercions encore, même si les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce que nous attendions. La vie politique, en mars, en France, c'était le premier tour des élections municipales dont Nicole a pu me le dire l'autre jour. Cette élection a été, je cite, volée aux Français. Il y a ce sentiment que les choses n'ont pas été organisées comme elles devaient l'être, qu'il y a eu un certain nombre de contradictions dans la parole gouvernementale, des ordres et des contre-ordres. Tout ceci à 3 jours du premier tour du scrutin, dont nous considérons pour notre part qu'il aurait dû être repoussé, c'est-à-dire qu'on refasse, plutôt plus exactement qu'on ne fasse pas les opérations électorales, et qu'on fasse cela en temps utile, 2, 3 ou 5 mois plus tard. Bref, nous avons vécu une période exceptionnelle qui naturellement a eu des conséquences sur la vie politique française. Observez tout de même que, sauf cas d'espèce, tous les maires de toutes les grandes villes, et aussi des villes moyennes et des chefs-lieux de canton, ont été réélus, parce qu'il y a toujours un réflexe conservateur, il y a un vote d'adhésion au maire sortant, mais là, ce vote d'adhésion, il a été d'autant plus renforcé. Vous voyez, des personnes comme Anne Hidalgo, Johanna Rolland, et dans beaucoup d'autres villes, ici, bien sûr, le maire, David Samsin, être réélu avec peut-être 10 points de plus que leur poids électoral moyen, ça n'est pas, la plupart des cas, en raison de leur bilan. C'est en raison d'un réflexe conservateur qui fait que les gens, quand il y a des épisodes de crise, ont plutôt tendance à chercher la conservation, la stabilité, ne pas s'insécuriser inutilement, et ils ne tentent pas les votes d'aventure. Et je ne crois pas que cette poussée du vote écologiste que nous avons vu dans une dizaine de villes corresponde au choix d'un vote d'aventure, mais plutôt un vote de conservation de l'intérêt des plus nantis de notre pays. Ces gens-là professent et réalisent une idéologie d'extrême gauche, et ce sont pour beaucoup d'entre eux des gauchistes, mais ils vont mettre leurs enfants dans les meilleurs établissements, ils occupent les positions dominantes de notre économie, ils occupent des positions dominantes dans l'administration, dans les métiers de l'information, dans les métiers des médias. Ces écologistes vert-rouge sont beaucoup plus ambigus qu'ils n'y paraissent. Et cette poussée du vote écologiste ne doit pas, à mon sens, être analysée comme un vote d'aventure. C'est plutôt un vote de conservation des acquis. Seulement, les anciennes élites PS et UMP qui dirigeaient ont été remplacées par de nouvelles élites vertes-rouges. Et quant au Rassemblement national, naturellement, nous avons nous-mêmes capitalisé au niveau de nos maires sortants. La dizaine de maires sortants, dans son immense majorité, a été réélue, et nous avons gagné d'autres villes, à Moissac, à Bédaride, et bien sûr à Perpignan, qui est notre grande victoire, puisque Perpignan c'est une grande ville de plus de 100 000 habitants, c'est une collectivité très importante, c'est notre plus grand succès. Le Covid, même s'il n'explique pas tout, explique certaines choses, et
il nous faut le prendre en compte. Voilà, c'est comme ça. Ici, localement, nous ne sommes plus au conseil municipal, nous ne sommes plus au conseil communautaire. Il faudra trouver d'autres modes d'expression. Eh bien, ce soir, cette réunion publique, elle permet, puisqu'il y aura un débat naturellement, pour ceux qui veulent prendre la parole après, et puis il y aura différentes interventions. Cette réunion publique, elle permet, comme toutes les réunions publiques que nous avons organisées par le passé, et toutes celles que nous ferons à l'avenir, parce que nous continuerons, bien sûr, à parler et à agir. Ces réunions publiques, elles servent à agir réellement de manière concrète dans la vie publique. Bien sûr, nous aurions préféré être au conseil municipal où nous étions sortants. Eh bien, il nous faudra trouver d'autres moyens, d'autres canaux pour rester en contact avec ceux qui croient en nous, habitants de Saint-Nazaire et des autres communes de la circonscription, reprendre les activités militantes, les diversifier aussi. Je pense par exemple à ce que nous n'avons pas fait assez sans doute depuis ces dernières années, le porte-à-porte qui est très important et qu'il faudra réapprendre. Ce n'est pas désagréable du tout de faire du porte-à-porte, même si ça paraît contre-intuitif ma phrase, parce que quand on fait du porte-à-porte 8 fois sur 10 ou 9 fois sur 10, on se fait claquer la porte au nez. Mais la fois où ça fonctionne, on a non seulement une discussion agréable, c'est toujours ça de prix, mais on est en contact avec les réalités, parce que souvent ceux qui nous ouvrent la porte, naturellement, ne sont pas les plus favorisés d'entre nous. Ils ont des problèmes qui bizarrement se répètent, et on y viendra sans doute dans cette réunion, notamment le problème dans certains quartiers devenus invivables de l'insécurité. Ils nous racontent des choses, ils nous disent leur quotidien, et cela permet de nourrir une réflexion et d'apporter des réponses. Des réponses qui pour nous sont, non pas le tout sécuritaire comme on entend, mais de la sécurité au bon niveau, aux endroits où elle est nécessaire, c'est-à-dire notamment, pas exclusivement, mais notamment dans les quartiers dits sensibles, renforcement de la police municipale, repenser la vidéoprotection, armer les policiers municipaux, et puis ne pas croire, comme le fait le maire sortant, ne pas mettre en opposition la police nationale et la police municipale. Le maire sortant explique qu'il va augmenter les effectifs de la police municipale, déjà on attend de voir, mais que les effectifs de la police nationale ne sont pas assez suffisants. Sauf que selon nous, en votant pour des candidats comme Emmanuel Macron, au premier tour et au deuxième tour, eh bien, le maire sortant participe de la réduction de ses effectifs. En tout cas, il ne dit rien, il ne peut pas ainsi tenir un double discours. Voilà mes chers amis, je reprendrai la parole à la fin, c'était une longue introduction, et je laisse la parole à Johnny qui je crois reviendra sur cette pandémie du Covid, et puis Titouan qui développera notamment ce sujet de l'insécurité qui, on le sait, même si les gens du gouvernement se contredisent, selon nous est vraiment devenu un ensauvagement d'une partie de la population, hélas. Merci. Chers amis, chers camarades, tout d'abord, je suis très heureux de vous retrouver cette année pour une nouvelle année politique, évidemment. Je tiens également à tous vous remercier pour votre participation à l'élection municipale. Malgré nos scores qu'on espérait évidemment plus haut avec 3 ou 4 élus, bien, malheureusement l'espérance n'était pas celle attendue. Mais vous avez su faire quand même preuve de détermination. Et vous avez défendu les intérêts des Nazériens, les intérêts des Baulois et les intérêts des Nantais jusqu'au bout. Et donc je souhaitais vous remercier également, vous remercier de la part de Julie Le Chanteux pour votre accueil et la journée du vendredi que l'on a passé tous ensemble. Ensuite, je tenais également à vous expliquer que l'élection municipale, comme j'avais pu le dire dans l'entre-deux tours qui a été très très long sur Twitter, l'élection municipale pour moi a été volée aux Français. A été volée aux Français puisque un coup on a entendu le gouvernement qui à 2-3 jours de l'élection municipale n'était pas sûr de maintenir le premier tour. Finalement l'a maintenu, mais avec un sentiment, en créant un sentiment de peur aux Nazériens
aux Nazériens dans notre ville et plus largement aux Français. Donc cette crise sanitaire, de toute façon, est inédite hein, pour nous jeunes ou moins jeunes des 20e et 21e siècles. Elle est sans précédent d'ailleurs à l'échelle locale et nationale. Les mesures prises l'ont été avec un train de retard conséquent. Alors que nous, Rassemblement National, en janvier et février, nous demandions par exemple la fermeture des frontières. Nous demandions à ce que les vols qui revenaient de Chine soient systématiquement testés et que l'on mette en quarantaine les personnes qui arrivaient de Chine. Cela n'a pas été fait, alors que nous le proposions dès le début. Nous proposions également, sans pour autant le rendre obligatoire, le port du masque. Eh bien, vous avez le gouvernement a minimisé en fait ce port du masque. D'abord, on nous dit le masque ne sert à rien. Après, on dit ah, on va le conseiller 2 mois plus tard. Un autre mois plus tard, on nous dit il va être obligatoire dans certaines rues. Il va être obligatoire à partir du mois de juillet, par exemple, alors que c'était l'après-confinement. Eh ben, on décide qu'il sera obligatoire dans les lieux publics clos. Mais certains lieux publics clos ne sont pas soumis au port du masque. Récemment encore, avant encore un autre décret qui était paru, nous avons eu le droit aux salles de cinéma, par exemple, où le port du masque n'était pas obligatoire. Dans les stades, le masque n'était pas obligatoire. Donc, nous, comment vous dire, notre section locale a fait des propositions concrètes, toujours minimisées par David Samsa, le maire de Saint-Nazaire, Philippe Grosvalet, le président du conseil départemental, et Christelle Morancet, la présidente du conseil régional. Durant le confinement, nous étions par exemple favorables à la mise en place d'un couvre-feu. Évidemment pour les personnes nocturnes, voilà, qui n'avaient rien à faire qui n'avaient rien à faire dehors, tandis que certains étaient obligés de sortir pour le travail, par exemple. Nous avons également demandé à la ville de Saint-Nazaire des masques français, et de préférence produits localement. Eh bien, les pseudo-masques français vantés par Samsa venaient en réalité du Pakistan. Drôle de conception, chers amis, du localisme que promouvait du coup Samsa dans ses discours. De plus, les masques ont été distribués à partir du mois de mai, quand on commençait déjà à avoir des cas sur Saint-Nazaire au mois de janvier ou au mois de février. Donc, là encore, il y a eu un énorme train de retard. Comme je l'ai dit, et je l'ai répété dans mes discours et dans des tweets, et sur Facebook d'ailleurs, c'était avant qu'il fallait prendre des décisions. C'est pas quand on a 6, 7 ou 8 morts dans le département, ou quand on a 15, 20 morts dans le département, quand on a des cas qui explosent avec des urgences surchargées, plus de lits en réanimation, qu'il faut prendre des mesures. C'est avant. Je pense aussi que voilà, le maire de Saint-Nazaire n'a pas non plus été très présent pour les soignants. Soignants qui, au péril de leur vie, ont sauvé des vies. Que ce soit les aides-soignants, les médecins, les infirmiers, les forces de l'ordre également, tous ont essayé de faire avec le peu de moyens qu'ils disposaient. On a aussi également le fait que les masques, là aussi toujours un train de retard, les masques distribués par le Conseil général, par exemple de Loire-Atlantique, ont été, entre janvier et mars, il n'y a pas eu de masque dans les établissements scolaires. Les jeunes allaient toujours en cours sans masque, sans respect en plus de la distanciation sociale. Et ensuite, on nous a pondu des masques à partir du mois de juin, quand les jeunes ont repris les cours. N'allez pas me dire que des mesures n'auraient pas pu être prises dès le début du Covid-19. Voilà. Donc nous laissons libre choix aux Français et aux Nazériens de porter le masque.
mais nous appelons à la responsabilisation de chacun. Plutôt que de faire dans le flicage, dans comment je puis dire, dans cette punition, comme si les Français, c'était de leur faute, le Covid-19, si c'était de leur faute... On cherche à culpabiliser c'est les gens. ça. C'est ça. Et du coup, eh bien, moi je suis particulièrement choqué d'une vidéo que j'ai vue il y a quelques semaines, où des policiers rentraient dans un magasin et ont arrêté de façon musclée un jeune qui travaillait dans le dit magasin. D'autant plus choqué que messieurs Castaner, plutôt que de lutter, puisqu'à l'époque c'était Castaner, hein, le ministre de l'Intérieur, plutôt que de lutter contre la délinquance, lutter contre les trafiquants de drogue, contre les meurtriers qui courent en cavale, eh bien, on préfère aller dans des magasins, arrêter des personnes qui travaillent. Alors moi, comme je l'ai déjà dit et répété, les forces de l'ordre n'ont pas leur mot à dire dans les entreprises. C'est aux dirigeants d'entreprise de prendre ses responsabilités. Et le cas échéant, de prendre des sanctions contre le personnel s'il ne respecte pas les règles. Mais en l'occurrence, le jeune avait juste son masque, le nez qui dépassait du masque, la bouche était couverte. Donc, si vous voulez, j'étais un peu choqué quand même de la part des forces de l'ordre d'un tel agissement, si je puis dire. La caste aussi également politico-médiatique s'affole du nombre de cas positifs, du nombre d'augmentation des cas positifs, mais c'est normal. Le nombre de tests PCR, les tests qu'on effectue par le nez, sont de plus en plus importants. Donc il est normal que le taux de positivité augmente. Mais il y a quand même une chose qui est plutôt rassurante, c'est que le taux de mortalité reste assez faible. En France, chaque jour, il y a entre 0 et 30 morts. Soit beaucoup moins que d'autres pathologies. Il y a eu plus de morts de la grippe cette année que du Covid. Voilà, par exemple. On a plus de morts en France, on a plus de morts chaque jour en France qui décèdent d'un AVC, par exemple, ou qui décèdent d'un arrêt cardiaque, que du Covid-19. Ils ont mis tellement de choses sur le compte du Covid. C'est ça. Tout a été globalisé dans le Covid. C'était un ordre du gouvernement. Donc, comme je disais, n'oublions pas, chers amis, que si le gouvernement nous avait écoutés dès le début, nous ne serions pas dans un tel chaos. Avec le contrôle des frontières et la fermeture des frontières, déjà, on aurait, si vous voulez, pu réguler ce flux d'immigration. Parce que clairement, les flux d'immigration légale ou illégale, d'ailleurs, ne font que aggraver la situation en termes de crise sanitaire. Parce que si vous allez dans un pays où tous les migrants ou tous les réfugiés viennent en France et qui sont eux-mêmes atteints du Covid-19, bah vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir arrêter ou maintenir cette épidémie. Si le gouvernement nous avait écoutés également, nous n'aurions pas autant de TPE, PME qui souffrent, puisqu'à l'heure actuelle, par exemple, avec le confinement, de nombreuses TPE, PME, dans la restauration, par exemple, dans le monde de la nuit également, qui sont beaucoup touchés, ou même dans l'industrie, hein, puisque Airbus, par exemple, à cause du Covid, a supprimé 1000 postes en Loire-Atlantique, ce qui n'est pas rien, et 5000 dans toute la France. Donc vous imaginez que la Loire-Atlantique à elle seule représente un cinquième des licenciements. Et donc, ce qu'on peut nous dénoncer à l'échelle locale, évidemment, c'est l'inaction du maire de Saint-Nazaire, l'inaction du conseil départemental et du conseil régional. Comment on peut expliquer en France que 300 discothèques ont fermé sur les 1600, par exemple, que compte
le pays. Et c'est extrêmement grave déjà parce que dans un pays où nous sommes en proie au chaos, le divertissement, c'est ce qui permet encore de ne pas sombrer. Les TPME-PME, c'est 90% du tissu industriel français quand même. Si Airbus ferme, si les chantiers Siemens ferment, parce que d'après ce que j'ai entendu, il y a aussi des paquebots qui ont été décommandés récemment. Donc que va devenir, si vous voulez, notre fleuron industriel nazérien? Que va devenir notre fleuron industriel français? Qu'est l'aéronautique et qu'est la navale? Donc, chers amis, chers camarades, je pense qu'il est temps de reprendre notre destin en main, mais réellement. Nous avons des échéances électorales à venir, comme les élections départementales et régionales. C'est là-dessus qu'il faudra travailler, chers amis, tous ensemble, pour essayer, si vous voulez, que notre pays, que nos territoires aussi aient un avenir français, et cette volonté en fait de vouloir que nous voulons un avenir meilleur, ça c'est certain. Et puis je pense c'est l'amour de notre pays et l'amour de nos territoires qui font que nous sommes au Rassemblement national et que nous voulons le meilleur. On le voit, hein, la volonté du gouvernement, c'est de détruire notre pays, et ben nous, c'est tout le contraire, c'est de relever la France. Chers amis, bonjour à tous. Je me trouve ici devant vous dans la continuité d'une campagne municipale qui laisse un certain goût d'inachevé, je pense, pour beaucoup de monde. Effectivement, le Covid-19 a un peu chamboulé tout ce qui était prévu tout à la fin, mais il est temps désormais de passer à autre chose et de continuer le combat. Ce qui est sûr, c'est que le Covid-19 et l'ensauvagement de la société française a de fait déterminé les lignes thématiques très claires jusqu'à l'élection présidentielle de 2022. Ces lignes thématiques seront en premier lieu l'insécurité et en second lieu l'économie. La crise économique va être accélérée par cette pandémie qui était absolument imprévisible et pour le coup le gouvernement n'a rien pu faire. C'est bien un truc qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est l'arrivée du Covid-19. Ce n'est pas le cas en revanche de l'insécurité, qui a été dénoncé déjà depuis des décennies par le Front National, puis ensuite par le Rassemblement National et toujours par Marine Le Pen. Par contre, ces sirènes ont été ignorées par tous les gouvernements précédents et les causes sont multiples évidemment, communautarisme, pauvreté, ghettoisation et misère sociale, par exemple. L'État a été défaillant sur toutes ces causes, mais il a été encore plus quant au traitement des conséquences. Depuis des années, la justice souffre d'un manque de moyens évident, couplé à une idéologie rougeoyante qui naît de ses rangs, notamment par des magistrats clairement plus intéressés par l'évolution et par la défense des coupables que des victimes. Et nous arrivons au constat que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est que les gouvernements qui se sont succédés vont encourager l'insécurité. Et c'est pas le nouveau ministre de la Justice qui va changer ça, hein, puisqu'il est il est resté l'avocat des racailles, il n'est jamais vraiment devenu ministre de la Justice, il n'en a jamais eu les épaules. Et sa présence au ministère de la Justice est une insulte à la France, on peut le dire très clairement. Parce que lorsqu'on y pense, c'est un ministre de la Justice qui a été applaudi lors de son premier déplacement dans la prison de Fresnes, applaudi par les détenus évidemment, hein, comme l'a dit Marine Le Pen lors de son discours de rentrée. C'est un ministre de la Justice qui nie l'ensauvagement de la société. Je ne sais pas ce qu'il faisait cet été, je ne sais pas où il était en vacances, mais peut-être que la télé ne devait pas passer, je pense. C'est également un ministre de la Justice qui voulait interdire le premier parti de France. Je pense qu'il y en a quelques-uns ici à qui ça doit parler un tout petit peu. Donc voilà, il est évidemment une insulte à la France. Il n'a jamais eu la carrière d'un ministre. Et comme je dis tout à l'heure, il est resté l'avocat des racailles et des terroristes, comme par exemple il a pu l'être des frères Mera. Donc il a déclaré quand même que c'était un grand honneur de les défendre. Éric Dupond-Moretti est donc le porte-étendard du gauchisme, il joue dans le même camp que les antifas.
Comme eux, il est prêt à tout accepter de ceux qui tuent, violent, volent et agressent, tout accepter même au point de les défendre visiblement. Mais il n'accepte pas qu'on puisse penser différemment que lui, par exemple, sur plein de sujets. D'ailleurs, il est assez embêté par la présence d'un parti politique assez important quand même en France. Maintenant, on va pouvoir parler justement de ces groupes antifascistes et Black Bloc, qui sont finalement comme l'État islamique, mais en moins professionnel, si on peut dire. Ce sont des terroristes, évidemment. Donald Trump, d'ailleurs, aux États-Unis, les a déclarés comme tels. Ils n'ont pas leur place dans la République, mais surtout, ils n'ont pas leur place en France. Donc voilà, le constat est fait. Maintenant, politiquement, il faudrait être meilleur qu'eux. L'avantage, me direz-vous, c'est que ce n'est pas très compliqué. Puisqu'ils ne marchent déjà pas tous dans le même sens, ils ne savent pas vraiment quoi penser, ils sont embêtés tout le temps. Donc la prochaine échéance, ce sera les élections départementales. Beaucoup d'entre vous seront candidats dans le département. Et vous aurez, comme d'habitude, à composer avec les violences des terroristes d'extrême gauche que j'ai évoquées précédemment. Avec les insultes, vous y êtes forcément habitués, on l'a déjà vu, et notamment à Nantes en fin de campagne municipale pour ceux qui étaient là. Je sais que vous saurez absolument assumer tout ça. Ensemble, nous pourrons gagner en étant soudés, et la réalité est avec nous. Voilà. C'est vrai que le réel est avec nous, hélas. Hélas, le réel dans ces faits divers d'insécurité qui se sont quand même, y compris durant le confinement, développés, parce que nous avons vu à Saint-Nazaire, vous en avez peut-être mémoire en avril, par exemple, durant le confinement, des rixes, des heurts dans certains quartiers que nous connaissons. La Bouletterie, pour le citer, ce n'est pas pour stigmatiser les gens de la Bouletterie que nous disons ça. Parce qu'après tout, c'est dans ce type de quartier que nous avons le plus d'électeurs, par exemple. Mais nous voulons quand même stigmatiser ceux qui nous stigmatisent en tant que Français, qui désordre dans un certain nombre de quartiers, la Bouletterie par exemple, et qui, durant le confinement, ne se sont pas confinés comme tout le monde. C'était désagréable, bien sûr, de se confiner, même si c'était pour l'intérêt général, mais eux n'ont pas respecté cette règle, parce qu'ils n'ont aucun souci de l'intérêt général, ils n'ont aucune espèce d'intérêt pour le bien commun. Ils fonctionnent non seulement, comme l'a dit Johnny, ce sont des gens qui détruisent notre pays, mais ils fonctionnent aussi égoïstement. Ils fonctionnent à l'intérêt particulier, et d'ailleurs se font la guerre entre eux, d'où un certain nombre de rixes, d'événements désagréables, et on l'a vu, même des tirs d'armes à feu dans notre ville, ce qui fait que notre ville, Saint-Nazaire, n'est pas beaucoup moins concernée désormais que le sont des villes beaucoup plus grandes et où on pourrait donc comprendre, même si bien sûr c'est inacceptable, qu'il y ait une sorte de criminalité endémique, comme à Nantes, à Marseille, à Lyon, etc. Même si c'est inacceptable, c'est un peu plus normal qu'il y ait un peu plus de violence là-bas. Mais à Saint-Nazaire, et dans des villes plus petites encore, où vous entendez chaque jour ou presque qu'il y a un certain nombre de faits divers de violence et d'insécurité, parfois des meurtres, de temps en temps des viols ou des choses comme ça, ça montre qu'effectivement, il y a dans notre pays, et Titouan l'a souligné, une insécurité qui a changé de forme, et qui, nous n'avons pas, nous, peur de le dire, est devenu un ensauvagement. Je reviendrai tout à l'heure sur ce terme, d'ensauvagement. Alors mes chers amis, nous avons eu le coronavirus, sur lequel on ne va pas consacrer cette réunion, mais il faut quand même dire deux, trois choses intelligentes. Continuer de dire des choses intelligentes, parce que le gouvernement a dit si peu qu'il faut bien équilibrer les choses, en disant des choses vraies, vérifiées, objectives. Le coronavirus, qui n'est pas une crise franco-française, naturellement, a touché l'humanité au niveau mondial. Cela révèle quand même en creux des choses qui ne vont pas dans un système économique qui n'est pas adapté à toutes les économies du monde. Qu'il y ait des pays qui poussent le libéralisme, qui peut être un bon système, jusqu'à des excès, ça les engage eux, mais le fait que certains, et je pense notamment à l'Union européenne, veuillent pousser le système libéral jusqu'à ses derniers retranchements, jusqu'à ses contradictions, en nous imposant par exemple comment ça s'appelle, le libre-échange, je ne sais pas ça le nom, mais le libre-échange,
Le Mercosur? Oui, il y a le Mercosur aussi, le TAFTA et tout. Là, comment ça s'appelle? Il y a non faussé dans le nom. La concurrence libre et non faussée. Que certains pays nous imposent ce système alors qu'il n'est manifestement pas adapté à la France, qui a besoin de liberté, mais qui a besoin de protection dans son économie comme ailleurs, ça sous-tend que ce système marche sur la tête, qu'il y a un ultralibéralisme et des excès. Nous l'avons vu avec l'histoire des masques, puisque nous avons globalement, nous, pays européens, pas seulement la France, été dépendants de... Johnny a cité des masques pakistanais, c'est un peu la caricature, mais globalement, nous avons tous été dépendants de masques chinois. Lorsque vous achetez, je ne sais pas si vous avez ce masque, mais ce type de masque, lorsque vous l'achetez, vous avez la notice en chinois, avec marqué où c'est produit. Made in RPC, République populaire de Chine. Un État communiste avec un système assez libéral, des contradictions tout de même. Nous dépendons maintenant de ces contradictions imposées par plus puissants que nous, parce que nous avons choisi, nous, pas nous, Rassemblement National, mais nous avons abdiqué, nous avons délégué notre souveraineté, notamment notre souveraineté économique, à des gens qui, eh bien, peuvent se permettre de produire 10, 50 ou 100 milliards de masques au moindre coût, mais avec tout de même des normes sanitaires qui ne sont pas les nôtres, des normes environnementales qui ne sont pas forcément les nôtres, et je ne parle pas des normes sociales, des normes syndicales, etc. Nous dépendons de fait de, le terme est un peu technique, de chaînes d'interdépendance qui sont de plus en plus longues, étirées. Le fait de produire des masques pour les utiliser 10 000 km plus loin, mais j'utilise l'exemple des masques parce qu'il nous parle aujourd'hui avec le coronavirus. On pourrait parler de tout un tas d'objets, tous les objets d'électronique grand public. Nous qui sommes une puissance agricole, la deuxième a priori, sinon la première du monde, et qui l'avons été pendant des siècles, la première du monde, nous importons de la nourriture que nous pourrions très bien produire s'il n'avait pas ce dogme, encore une fois, de la concurrence libre et non faussée qui fait que nous importons en grande partie des produits dont nous n'avons plus besoin, dont nous n'avons pas besoin, mais que nous choisissons d'importer parce qu'il y a la tentation de produire moins cher, de gagner un peu d'argent, et de gagner un peu d'argent, au final, sur le ticket de caisse. Mais l'argent que les Français gagnent sur le ticket de caisse, c'est aussi, il a un coût cet argent. Il a le coût, naturellement, des délocalisations, du chômage. Pour ce qui concerne l'industrie du travail détaché, cet argent économisé-là, il a un coût terrible. Et le coronavirus nous a rappelé cette évidence, parce que nous savions que c'était une évidence pour nous que ce système de libre-échange, même s'il a pu avoir des avantages, même s'il a certainement des avantages pour des économies qui sont faites pour ce système, comme le Royaume-Uni qui a théorisé ce système au XVIIIe siècle, ou les États-Unis, même si je vous fais observer que les États-Unis sont à la fois libéraux et protectionnistes, pour certains aspects, ils ont une intelligence que nous n'avons pas. En tout cas, ce système, dans ses paradoxes, dans ses limites, a sans doute contribué à accroître la crise du Covid et à faire que nous sommes moins bien protégés que nous aurions pu nous protéger. Observons globalement qu'au niveau mondial, ce sont les États qui se sont le mieux protégés, notamment en termes de fermeture des frontières physiques, qui ont pu lisser la crise et la mortalité du coronavirus. Voilà. Nous ne disons pas que le coronavirus Si le coronavirus a fait des désagréments, c'est pas tant en termes de mortalité, mais en termes économiques, en termes sociaux. Ici, ça a altéré le processus électoral, des tas d'autres choses. Nous ne disons pas que le coronavirus a une mortalité exceptionnelle. 1 pour 9000, encore une fois, c'est dérisoire. Et comme l'a dit Johnny, c'est bien moins que certaines choses. Les accidents domestiques en France, c'est 60 morts par jour. Les accidents de la route, c'est 40 morts par jour. Les suicides, c'est 14 morts par jour. Le Covid, c'est entre 0 et 20, effectivement. Donc il faut raison garder, contextualiser les choses, mais observer quand même que les pays qui ont le mieux résisté à cette crise sont globalement les pays qui ont mis le plus de, je ne dis pas de frontières au sens strictement mettre des murs,
mais qui ont été le plus protectionnistes au sens large. Voilà. Qui ont su éventuellement composer entre une économie libérale qui peut être la leur et des protections nécessaires au cas par cas pour certains secteurs à certains moments. Qui ont su être comment dirais-je, avoir une intelligence plastique, qui ont su être souples dans le raisonnement, qui n'ont pas été rigides, comme l'a été l'État français qui a, le 13 mars au soir, imposé un confinement uniforme à tout le pays, sans prendre en compte naturellement qu'on était, je crois, 5 fois plus contaminé à l'est de la France et qu'à l'ouest, c'était quasiment sûr. L'État français, dans sa rigidité administrative, n'a pas su avoir l'intelligence, l'agilité, c'est le terme que je cherchais, l'agilité, même si c'est plutôt un terme pour les entreprises, nécessaire pour juguler au mieux cette crise. Et naturellement, cette crise, nous l'avons vécue au niveau mondial, au niveau national, nous le vivons, nous l'avons vécu au niveau local, à Saint-Nazaire, même si Johnny a beaucoup dit là-dessus, alors je ne vais pas tellement développer. Et effectivement, nous avons demandé un certain nombre de choses. Un couvre-feu nocturne, parce que nous avons vu à la mi-avril qu'il y avait, je l'ai cité en introduction, un certain nombre de faits divers désagréables avec des gens qui faisaient le bordel la nuit, passez-moi l'expression, et qui par ailleurs continuaient à dealer. Les deals ne se sont pas arrêtés durant le confinement. Il n'y a pas eu de confinement pour un certain nombre de trafics. C'est pourquoi nous avons demandé, pas que pour cette raison, mais nous avons demandé à ce qu'il y ait un couvre-feu nocturne limité dans le temps pour que au moins ces attroupements n'aient pas lieu et que chacun respecte la règle commune, même si cette règle est désagréable et que nous ne la comprenons pas entièrement. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de moralité. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de règles. Nous avons dit cela en demandant le couvre-feu nocturne sur la question des masques. En nous prononçant sans trop nous prononcer, parce que c'est la liberté de chacun d'avoir les masques, mais tout de même qu'au moins nous ne dépendions pas de masques, j'ai cité les masques chinois, ici c'était des masques pakistanais, effectivement, qu'a fourni la collectivité. La plupart, je crois que c'est 90%, des 280 000 masques qui ont été envoyés aux habitants de la Carène, vous en avez tous reçu 2 normalement, la plupart de ces 280 000 masques sont de fabrication pakistanaise ou vietnamienne. Eh bien, nous disons que c'est autant de travail qui n'a pas été accompli par des nationaux et des locaux, et c'est autant d'argent en moins pour les PME et TPE industrielles françaises. Donc nous avons demandé certaines pratiques durant le confinement. Nous avons demandé au maire un certain nombre de choses, qu'il a bien sûr refusé. Et nous avons été pour notre part loyaux, nous n'avons pas été dans une opposition, obstruction à ce qu'il faisait. Nous avons été constructifs. Lorsqu'il a fallu, le 12 janvier dernier au conseil municipal, décider ou non de voter le plan de soutien financier Covid, ce n'est pas parce que nous avions des reproches à faire au maire, et on accumulait 6 ans de reproches tout de même. Ce n'est pas parce que nous accumulions ces reproches que nous avions été dans une optique frontale et un peu bête de dire nous refusons ce plan naturellement. Nous l'avons voté comme tous les autres élus. Mais nous avons dit que l'argent public durant le confinement avait été mal dépensé et nous avons illustré pour donner un exemple à notre démonstration, nous avons illustré cela en parlant des fleurs géantes qu'on avait installées dans le centre-ville, vous le savez, pour 42 000 € de votre argent à vous, de l'argent de tous les Nazériens qui payent l'impôt. La priorité, ça n'était pas pour des fleurs géantes qui d'ailleurs ont été dégradées, pour certaines, dans les premiers jours où elles ont été installées. Le lendemain, oui. Moi, dans ma rue, le surlendemain, c'est des vraies plantes. Ce sont des vraies fausses plantes. C'est en plastique, en fait. Non. Si. Ils ont fait ça à Nantes aussi. Le maire de Saint-Nazaire, début juin, je pense, a fait installer un peu partout dans le centre-ville des pots de fleurs géants à taille humaine, dont beaucoup ont été dégradés, puisqu'effectivement, Corentin l'a souligné, moi j'ai trouvé une fleur géante dans ma rue, par exemple, par terre. On sait bien qu'elle avait été arrachée quelque part, et qu'une partie donc de ces 42 000 €, non seulement vous ont été volés, mais pour un usage inutile.
Alors, ça, nous l'avons rappelé au conseil municipal. De l'argent public aurait pu être mieux utilisé. Le maire a fait des bêtises, mais la députée n'a pas mieux agi, puisque quoi qu'on pense des masques, nous demandions à ce qu'ils soient français. La députée, elle n'a même pas choisi de consacrer son enveloppe parlementaire aux masques, puisqu'elle a préféré acheter du muguet à la place. Elle jugeant que c'était peut-être plus prioritaire d'acheter du muguet, de les distribuer dans les EHPAD dont elle a fait la visite. C'est très sympathique de sa part, mais on pense que c'est électoral, effectivement, c'est démagogique. Même s'il n'y a pas d'élection législative à proximité, il y en a quand même une dans 2 ans. Bon, c'est un rapport curieux quand même à l'argent public qui est systématiquement électoraliste et ou démagogique. Voilà, ça n'est pas notre rapport à l'argent public. Nous qui disions, et maintenant cette position, même si c'est en dehors du temps maintenant, nous qui disions que si nous avions été élus à la mairie, nous aurions baissé nos indemnités d'1 tiers pour les élus et de moitié pour le maire. Proposition qui avait été perçue soit positivement, soit comme démagogique. Mais nous aurions assumé cette position qui aurait été une vraie rupture avec ce qui se passait par le passé. Le coronavirus, donc, nous a considérablement affaiblis en tant que société. Ça n'a pas fait du bien à la France. Sur tous les plans, quand on parle de, je crois, c'est 13% de baisse du PIB, je ne suis pas tout à fait sûr de mon chiffre. Je crois qu'on a perdu 13% du produit intérieur brut. Ça semble crédible, oui. À peu près. Donc 13% de 2200 milliards, faites le calcul. Hein. Qu'on parle des aspects financiers, qu'on parle des aspects en termes de vie tout court, de vie associative, de vie culturelle, ces événements auxquels nous étions habitués, comme les escales, quoi qu'on pense des escales, ou tout un tas d'autres événements auxquels nous n'avons pas eu droit, c'est cette vie publique, cette vie politique dont nous avons été privés à l'élection municipale au premier et au second tour, parce qu'il y a eu le premier tour, mais le second tour n'est pas beaucoup plus fameux. Un second tour qui a été repoussé de 3 mois, qui aurait dû normalement être repoussé avec annulation du premier tour. C'était les recommandations du Conseil constitutionnel et c'est la Constitution. Le second tour n'a pas été beaucoup plus fameux que le premier. Bref, nous avons été... on a dit que cette élection a été volée. Je pense que globalement, nous avons été volés d'un certain nombre de choses ces derniers mois. Pas simplement comment dirais-je, la vie publique à laquelle les Français ont le droit de participer, etc. Nous avons été volés dans un certain nombre d'aspects de notre vie eh bien, ces aspects de notre vie qui ont été gâchés ces derniers mois, eh bien, il va petit à petit falloir recouvrer ce qui nous a été volé. Et notre participation ce soir à cette réunion, qui s'inscrit dans nos activités militantes, qui elle-même s'inscrit dans notre participation régulièrement aux différentes élections, cela va être une manière de récupérer ce qui nous a été volé par des gens qui prétendent nous diriger, mais dont nous jugeons, nous, qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit, puisque soit ils mentent, soit ils dirigent mal, soit ils ne tiennent pas leurs promesses, et globalement, ce sont des incompétents du sommet jusqu'à la base, c'est-à-dire le président de la République jusque localement à ses préfets et sous-préfets qui font des tracés, pour revenir sur l'histoire du port du masque, font des tracés de port du masque obligatoire qui est quand même parfois au petit bonheur la chance. Ici à Saint-Nazaire, un masque obligatoire dans le centre-ville, mais pas dans les quartiers touristiques, pas sur le front de mer par exemple. On peut se demander pourquoi, puisque les concentrations de population sont beaucoup plus fortes naturellement sur le front de mer les jours d'été que dans le centre-ville. Eh bien ça, c'est un des exemples de cette rigidité administrative de la préfecture de la Loire-Atlantique, mais qui, au reste, a été encouragée par une demande du maire. Cela fait partie de ces choses dont nous ne voulons plus, l'incompétence au pouvoir, des gens qui ne sont pas à leur place, mais qui trustent les positions de pouvoir depuis des années, sinon des décennies. Johnny a parlé de M. Castaner tout à l'heure. Il est anormal que quelqu'un comme Castaner
qui n'a aucune expérience des affaires de l'État, qui n'a pas eu d'expérience ministérielle, même si ça n'est pas obligatoire, cela peut tout de même être un plus, et qui a un passé, vous le savez peut-être, relativement ambigu et sulfureux, puisqu'il a été proche, dans sa jeunesse, de parrains de la mafia, notamment un certain, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il a été proche de quelqu'un, proche de Tani Zampa, me semble-t-il, qui était un des parrains de la pègre marseillaise. Bref, ce personnage n'a aucune place dans les plus hautes charges de l'État. Il est au moins heureux qu'il ait perdu son ministère dont il a trop longtemps, au sein duquel il a trop longtemps exercé des fonctions qui n'étaient pas à sa hauteur. Il n'avait pas les épaules pour cette charge, et la plupart des ministres et la plupart des représentants du gouvernement et le président de la République n'ont pas manifestement les épaules pour cette charge. Ils n'ont pas les épaules pour juguler cette crise et d'autres crises, et au-delà de la question du coronavirus, ils n'ont pas, par exemple, les épaules pour que les Français soient constamment en sécurité. Ils n'ont pas les épaules pour faire en sorte que ces faits divers d'insécurité, cette délinquance endémique, cette criminalité de plus en plus agressive décroissent puis cessent. Nous avons eu, durant cet été, un certain nombre de faits divers épouvantables. Vous l'avez vu à Nantes avec cette jeune femme qui, je crois, allait chercher un colis, qui n'est jamais revenue parce qu'elle a été assassinée par un multirécidiviste. Nous avons eu cette personne qui a été traînée pendant plusieurs centaines de mètres par une voiture avec un cinglé à son bord. Nous avons eu un certain nombre de choses. Nous avons eu, même si ça n'est pas un crime, c'est tout de même étrange, ce qui s'est passé à la cathédrale de Nantes, avec, nous dit-on, une personne qui était en situation, enfin qui était un immigré, pour parler clairement, et qui avait été accueilli par bonté, par la bonté excessive et par naïveté de la part des autorités ecclésiastiques. Bref, nous en avons comme ça des faits divers à l'appel. Tous les jours, nous avons, et pas forcément loin de chez nous, hélas, nous en avons eu aussi à Saint-Nazaire, puisqu'il y a eu un mort d'arme à feu au mois d'août. Nous avons constamment des faits divers qui ne sont plus l'insécurité latente que connaissent parfois, trop souvent, les grandes villes. Puisque cette insécurité, elle croît en importance et elle arrive petit à petit dans des villes de plus en plus, on disait des villes ordinaires. Eh bien non, ces villes ne le sont plus tellement, puisqu'il s'y passe des faits divers absolument épouvantables. Et il y a eu ce débat qui devrait réveiller les Français si les Français savaient écouter. Il y a eu ce débat au sein du gouvernement cet été entre, s'agit-il d'un ensauvagement, ou est-ce que le terme d'ensauvagement est-il mal approprié, est-il excessif? Nous disons pour notre part, je pense, ici tous collectivement, que le terme d'ensauvagement est réellement approprié, que c'est le bon mot pour décrire la situation. C'est-à-dire la situation pour reprendre la définition d'un dictionnaire, la situation de gens qui sont revenus à la vie sauvage. Parce que qu'est-ce que l'ensauvagement selon le Larousse, par exemple? Eh bien, le fait d'ensauvager, de s'ensauvager. Qu'est-ce que s'ensauvager? Rendre sauvage ou brutal, acquérir ou retrouver un naturel sauvage. C'est exactement une définition synthétique de gens qui ont déserté véritablement l'appartenance au corps collectif français, qui n'ont pas leur place physiquement et je dirais conceptuellement dans la nation française. Ils y sont plus ou moins par le hasard, parce qu'ils ont, pour un certain nombre d'entre eux, migré chez nous, attirés par notre système de protection sociale, notamment, qui fait que les non-nationaux sont prioritaires par rapport à des nationaux, mais ils n'ont pas leur place pour autant chez nous, même s'ils ont été acceptés pendant des décennies. Un certain nombre de ces gens devront repartir, ils devront être dissuadés de rester à tout le moins si, et c'est notre objectif, nous gagnons le pouvoir dès 2022, parce que nous devrons alors imposer une politique migratoire qui soit tout à fait différente de ce qui a été proposé et imposé d'ailleurs aux Français depuis des décennies. C'est-à-dire réduire drastiquement les flux migratoires et dissuader au maximum ceux qui tout de même voudraient venir, en faisant que notre système social notamment ne leur soit pas ni
ni prioritairement accessible, ni préférentiel. Qu'il n'y ait pas de préférence étrangère, parce que c'est une véritable préférence nationale inversée à laquelle nous assistons depuis des décennies. Il y a une préférence nationale qui existe, mais qui est une préférence extra-nationale en quelque sorte, ou une préférence nationale inversée, une préférence étrangère. Et bien ce système-là, il va falloir le retourner totalement pour que ces populations qui, depuis trop d'années et trop de décennies, gangrènent non seulement certains quartiers dits entre guillemets sensibles, mais certaines villes entières, pour que ces populations eh bien, choisissent le pays qui devrait être le pays de leurs origines à eux, le pays de leur identité à eux, leur pays d'origine. Je suis mal exprimé. Qu'ils reviennent à leur pays d'origine. S'il y a un ensauvagement, et nous pensons qu'il y a un ensauvagement, que ce n'est pas simplement comment dirais-je, un sentiment d'insécurité, ou une insécurité de temps en temps, ou une insécurité latente. S'il y a un ensauvagement et des gens qui sont ensauvagés, c'est qu'il y a, depuis 40 ans, une immigration qui, je crois, fait venir, les chiffres sont tellement vagues, mais enfin, je dirais bien qu'il y a au moins 10 millions de personnes qui sont venues en France depuis la fin des 30 Glorieuses, et sur ces 10 millions, il y a beaucoup de millions dont nous ne pouvons pas dire qu'ils constituent, contrairement à ce que prétend comment dirais-je, la pensée dominante des gens qui nous enrichissent culturellement ou par d'autres moyens. Quand nous voyons, pour revenir sur un fait divers, qui n'est pas un fait divers de la sécurité, mais qui témoigne tout de même de cet ensauvagement, quand nous voyons, après la finale, je ne sais pas si c'était la finale, enfin le match Bayern de Munich, PSG... Non, Paris sans Qatar. Paris Saint-Qatar, comme dit Pascal, parce que oui, c'est une équipe qui est soumise à des intérêts étrangers. C'est aussi, finalement, un autre aspect de notre absence de souveraineté, enfin de notre laisser-faire. Quand il y a ce match PSG-Bayern, et que, quel que soit, peu importe finalement, je suis sûr moi que si ça avait été n'importe quel match, quel qu'aurait été, comme nous l'avons vécu avec la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde il y a 2-3 ans de ça, quelle que soit l'issue du match, nous avons constamment des gens qui ont une identité forte pour le coup, mais qui n'est pas notre identité à nous, parce que quand on brandit, comme il a été fait il y a 2-3 ans, des drapeaux étrangers, quand on pille et qu'on casse, comme nous l'avons vu il y a quelques semaines avec le match, ça ne correspond bien sûr non seulement en rien à l'identité française, mais ça ne correspond en rien avec ce qui nous est présenté comme au choix le vivre ensemble, un enrichissement, des gens qui viendraient enrichir de leur rapport la France, comme si nous accueillions des chances pour la France, comme dit Catherine, comme si nous accueillions comme si je pense que nous accueillons 200 à 300 000 personnes par an. 500 000. Oh oui, 500 000 avec peut-être 400 000 il y a aussi l'immigration clandestine. En tout cas, des centaines de milliers de personnes. On ne fera croire à personne que sur ces centaines de milliers, quel que puisse être le génie de certains, en tout cas l'apport de certains, nous accueillons des centaines de milliers d'intellectuels, de Montaigne, d'ingénieurs, de gens qui seront ensuite des capitaines d'industrie, qui seront des éducateurs. Nous accueillons en immense majorité des gens qui fuient leur pays parce que leurs pays sont des États faillis, qui sont parfois des non-États. On en discutait l'autre jour avec Titouan, avec l'exemple de la Somalie, où vous ne pouvez pas mettre un pied en Somalie parce que vous serez immédiatement tabassé, tué ou volé. C'est bien malheureux qu'il existe des situations pareilles dans ces pays, mais cela regarde les gouvernements de ces pays, qu'ils combattent dans leur pays pour les libérer d'un certain nombre de pouvoirs djihadistes, de la piraterie, d'un certain nombre de mouvements révolutionnaires qui sans doute ne veulent pas leur bien, qu'ils ne viennent pas là où ils n'ont pas contribué finalement à l'effort collectif. Parce que les vagues d'immigration que nous avons eues depuis la révolution industrielle, depuis le 19e siècle, ces vagues polonaises, italiennes, espagnoles, portugaises, qui, au sens propre, ont construit la France industrielle, même si la France existait avant, mais qui ont contribué à l'enrichissement de notre pays, qu'ils l'ont fait dans des conditions d'accueil parfois bien désagréables, mais qu'ils l'ont fait discrètement, avec humilité, en acceptant de s'assimiler à la population, et qui tout de même partageaient avec nous des affinités culturelles. Ces gens-là sont tout à fait différents de cette immigration invasion, de cette immigration submersion à laquelle nous faisons face depuis 40 ans, mais qui
singulièrement accru depuis les années 2010, à tel point que dans le langage courant, on parle maintenant de crise migratoire. Le fait que l'on parle de crise migratoire comme si c'était quelque chose du langage courant, alors que ça devrait être à la fois une anomalie et quelque chose de passager, puisqu'une crise, s'il y a une crise, il faut bien la résoudre. Eh bien, cette crise migratoire, elle correspond non seulement à la volonté de ces peuples de venir chez nous, mais aussi à notre volonté, encore une fois, pas notre volonté Rassemblement National, mais la volonté de ceux qui nous dirigent, non seulement de ne rien faire, et peut-être aussi d'aggraver les choses pour, comme l'a dit Johnny, véritablement détruire la France. En tout cas, la laisser être disloquée. Et nous avons eu, en France, il y a quelques semaines, un débat intéressant, je ne sais pas il y a quelques semaines, c'est il y a quelques jours d'ailleurs, lorsqu'il y a eu les commémorations officielles, non pas de la naissance de la République, de la Troisième République, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais bon, le président n'est pas à une approximation près. Il y a eu un débat sur la notion de séparatisme. Un séparatisme islamique, pour tout dire. Le fait que certains territoires, notamment dans certaines banlieues, aient maintenant des tentations peut-être de se disloquer de la France, qui est censée, vous le savez, être une et indivisible. Il n'y a pas en France de petits califats autonomes, ça ne saurait exister. Et le jour où cela devrait exister, il faudra naturellement tout faire pour l'empêcher. En tout cas, il y a eu ce débat du président, ce débat à l'initiative du président il y a quelques jours de cela. Si nous parlons de séparatisme, c'est bien que certaines choses ne vont plus en France et qu'il n'y a plus aux plus hautes échelles de l'État, il n'y a plus des gens pour combattre pour que la France demeure française, qu'elle conserve son identité, qu'elle conserve sa souveraineté. Ces gens-là ne sont pas présents dans les rangs de la République En Marche. Ils ne le sont pas davantage dans les rangs de ce qui reste de la droite, ou, comme Titouan le disait, dans ce qui reste de la gauche, qui maintenant est pollué de plus en plus par une idéologie d'extrême gauche. Ces gens sont, nous le croyons, sont restés dans nos rangs. Ils sont restés parmi les nationaux, les patriotes du Rassemblement National et d'un certain nombre d'associations, de partis qui gravitent plus ou moins dans l'orbite du Rassemblement National. M. Dupont-Aignan n'en est pas très éloigné, par exemple, même s'il a des velléités constamment, enfin tous les 5 ans, de croire qu'il est l'homme providentiel. Nous croyons, pour notre part, que les défenseurs de la nation française, de son identité, de sa souveraineté, ne sont plus, ils n'ont jamais été, au reste, dans les rangs du Parti Socialiste, des Républicains, de République En Marche, et encore moins de l'extrême gauche. Ces gens-là sont chez nous. Vous en êtes ce soir en comité réduit parce que vous êtes quand même pas beaucoup moins que d'habitude, mais enfin, on a pu accueillir que 19 personnes à cause de la limitation Covid. Nous serons encore plus nombreux, quand il y aura d'autres réunions publiques et quand il faudra, et je vais y venir dans ma conclusion, même si ça a été un peu esquissé, les prochaines échéances électorales à venir. Et là encore, on peut, même s'il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer, là encore, on peut faire une critique. C'est que nous avons des élections en 2021, nous en avons 2, les élections départementales et les élections régionales, qui probablement seront en même temps, ce qui, je ne sais pas quel est votre avis, je ne sais pas d'ailleurs si le RN a une position là-dessus, mais ça ne contribue pas tout de même à rendre les enjeux lisibles, parce que si c'est le cas, les gens voteront pour un conseiller régional, un conseiller général, vous voyez, j'ai même du mal à le dire, tellement oui, en plus ça a été renommé il y a 5 ans. Johnny a raison de le souligner. Nous voterons pour un conseiller départemental, successeur de nos conseillers généraux institués au XIXe siècle, avec lesquels le conseiller général, avec le maire, je pense que les Français avaient un petit rapport affectif à lui, ils le connaissaient vaguement, c'était généralement un notable qui pouvait défendre leurs intérêts, on ne l'aimait pas forcément, mais on connaissait vaguement le conseiller général, devenu conseiller départemental maintenant. On votera pour le conseiller départemental et probablement le même jour pour une liste au conseil régional, puisque nous aurons le renouvellement des conseillers régionaux élus en décembre 2015. Bon. Je ne sais pas si ça sera très lisible, mais ce qui est le plus perturbant, ce n'est pas ça, c'est que à peut-être potentiellement 5 mois des élections, si elles ont lieu en mars, nous ne savons pas
la date exacte des élections, les décrets de convocation des élections n'ont pas été publiés, alors que généralement ils sont publiés entre 8 et 10 mois avant un scrutin. Bref, nous naviguons encore une fois à vue. Théoriquement, nous pourrions, d'ici quelques semaines, entamer une campagne électorale, notamment pour les élections départementales, dont nous ne savons pas au final si les élections auront lieu en mars 2021, peut-être repoussées, puisqu'il en était question pendant un temps en juin, où on ne sait rien de tout cela. On ne sait rien de tout cela parce qu'il y a constamment, de la part du gouvernement, un flou artistique sur ces élections de 2021, comme il y a eu dans les derniers jours de la campagne de mars, vous le savez, sur les élections municipales, le maintien des élections municipales. Il me semble me rappeler que le 12 mars, dans l'après-midi, il était convenu que les élections municipales soient purement et simplement annulées. C'était la rumeur lancinante qui avait grossi depuis midi, et je crois qu'à 16h, les choses étaient faites. Il y avait une réunion entre le président du Sénat, on se demande d'ailleurs pourquoi le président du Sénat influence le président de la République sur ce sujet-là. Enfin bon, il y avait une réunion et le président du Sénat avait, semble-t-il, pesé de tout son poids, c'est le cas de le dire, pour que les élections, finalement, soient maintenues le 15 mars. Parce que, dans l'idée des Républicains, puisque le président du Sénat est républicain, dans l'idée des Républicains, il y a sans doute l'idée qu'il y a beaucoup de maires républicains plus facilement, et qu'il ne faut pas perturber les grands électeurs en vue des élections, le jeu des grands électeurs en vue des élections sénatoriales, puisque les Sénats sont élus avec les grands électeurs, les maires, les conseillers municipaux. Donc il ne fallait sans doute pas perturber l'élection normale du 15 mars. Il fallait donc, selon M. Larcher, maintenir les élections le 15 mars. Il semble-t-il, le président de la République a été séduit par cet argument. En tout cas, il a laissé faire, et c'est ce pourquoi le 12 mars à midi, les élections ont été annulées, et le 12 mars à 20h, 8 heures plus tard, les élections ont été maintenues. Et le confinement reporté. Dans une totale cacophonie, et il y a eu après, 24 heures après, confinement le lundi. Annonce d'abord, 24 heures après, annonce de la fermeture des cafés, donc 2 jours avant l'élection, donc les Français commençaient bien à voir qu'est-ce qu'on nous dit là, ce sont des ordres et des contre-ordres, c'est contradictoire. Et puis, le 17 mars, je crois, ça ne doit pas être le 16 mars, ça doit être le 17 mars. Il a annoncé le 16 mars, le 16 il y avait mars 48 jours pour se mettre où on voulait, je crois. Ah, je crois que c'était le 17. Bon, le 16 mars, en tout cas dans les heures qui ont suivi la fin de la campagne du premier tour, annonce d'un confinement et annonce du report des opérations électorales. Pourquoi n'a-t-on pas reporté les opérations électorales dès le 12 mars, puisque l'on l'a fait le 16 mars? Bien sûr, la situation a empiré en 4 jours, mais on pouvait très bien prévoir ces choses-là, et non seulement le 12 mars d'ailleurs, mais en réalité des semaines en avance, puisque il y a eu, on voyait bien que cette chose-là grossissait de Chine depuis fin décembre, qu'elle a grossi en Chine en janvier. À la mi-janvier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, était encore en train de nous expliquer que le virus ne dépasserait pas la Chine. Puis ensuite, on nous a expliqué que les masques étaient inutiles, puis utiles, etc., etc. On voit bien qu'il y a une cacophonie au sommet du pouvoir dont nous, Français, nous n'avons pas à pâtir. C'est ce pourquoi, pour reprendre mon introduction, nous aurions, si nous avions été aux commandes, reporté les opérations électorales. Et c'est ce pourquoi, ça n'est pas la raison unique, il ne faut pas se cacher derrière cela, mais c'est important tout de même, c'est ce pourquoi il y a eu, dans un certain nombre de communes, un certain nombre de contre-performances, pas que du Rassemblement national au reste, mais de pratiquement l'essentiel des partis politiques, si ce n'est dans les grandes villes, mais pas dans les campagnes, dans les grandes villes, les Verts, parce que dans les campagnes, les Verts, ils ne croyaient pas qu'ils aient fait un score fameux. Hein. C'est encore une fois un vote de conservation sociale voilà, les bobos, les possédants, ceux qui arrivent à combiner, je ne sais pas trop comment ils font, libéralisme et extrême gauche. Bon, ils arrivent dans une sorte de centre vert, on pourrait dire, de centre gauche vert, à faire combiner leurs intérêts matériels et politiques. Je pense Ces gens-là il n'y a pas trop de, ont fait un score. Il n'y a pas trop de
comment dire, de mal à dire qu'on est écolo, ça fait bien, ça présente bien, on s'implique pas trop quand on dit ça. C'est facile. Excuse-moi. Donc les écologistes ont fait, en dehors des grandes villes, des contre-performances. Même s'ils ont fait des performances dans les grandes villes. France Insoumise aussi a fait des contre-performances. Les Républicains et la République En Marche, pas tellement au final, puisqu'ils ont non seulement des maires sortants, et puis un électorat plus âgé qui, paradoxalement, est peut-être plus susceptible d'être affecté par la pandémie, mais qui est le plus fidèle dans ses comportements électoraux, qui va voter systématiquement, qui sait par avance pour quel candidat il vote. Bref, nous avons été, avec d'autres formations politiques, les perdants de cette histoire. Et les Français, au global, ont été les perdants de cette crise sur bien des aspects de leur vie, encore une fois, pas simplement quelque chose qui nous a mobilisés pendant des mois, mais qui est quand même, je ne veux pas dire accessoire, mais secondaire, qui sont les élections municipales. En tout cas, il va nous falloir nous remobiliser pour les élections à venir, dont je vous ai expliqué qu'elles seraient en 2021, probablement en mars, que sont les élections départementales et régionales. Les élections régionales, ça va nous concerner dans un deuxième temps, et moindrement sans doute, mais les élections départementales sont réellement importantes parce que nous allons agir, comme nous l'avons fait il y a 5 ans maintenant, à l'échelle d'un canton, c'est-à-dire une collectivité humaine d'à peu près 40 000 habitants. C'est encore assez local, c'est plus petit que la ville de Saint-Nazaire. Et nous présenterons naturellement dans le département des candidats à différents endroits. Et ici, naturellement, dans l'ouest du département, dans l'Estuaire, nous aurons des candidats sur la ligne de départ. Nous serons présents dans les 2 cantons de Saint-Nazaire, et puis ce qui nous concerne moins, le canton de la Baule-Escoublac, le canton de Blain, le canton de Pontchâteau, qui constitue notre circonscription. Nous aurons des candidats sur la ligne de départ. Comment dirais-je, nous ne sommes pas, comme ont pu le croire certains, comme l'ont écrit certains sur les réseaux sociaux, même si je ne l'ai pas tellement vu écrit, je l'ai vu un petit peu écrit. Nous ne désertons pas la vie publique nazérienne. Nous y participons contraints et forcés par d'autres moyens, pas par un siège au conseil municipal, où je crois nous n'avons pas, enfin 3 sièges au conseil municipal, avec Jean-Claude et Stéphanie, où je crois nous n'avons pas démérité pendant 6 ans, nous manifestant par une opposition constructive, qui propose des choses. Nous ne pouvons plus être au conseil municipal ou à la Carène, mais nous agirons différemment par ce type de réunion publique comme nous faisons régulièrement. Nous avons toujours fait depuis 2012, je crois, c'était notre première réunion ici, et nous continuerons à le faire dans les prochaines années. Nous agirons différemment, mais nous continuerons à agir, et nous devons rester en contact quotidiennement, si possible, régulièrement en tout cas, avec les Nazériens, les habitants de notre commune. Notre présence sur les marchés aussi sera quelque chose d'important. Nous continuerons d'ici les prochaines semaines à distribuer des tracts qui permettent de faire connaître nos positions sur un certain nombre de sujets. Bref, pour résumer ma pensée, nous ne désertons rien, nous ne désertons pas la vie publique nazérienne, nous nous exprimons par d'autres moyens. Et il ne faut pas que cette période un peu étrange, un peu transitoire, nous ne nous sommes pas réunis pendant 6 mois, c'est exceptionnel comme durée. Mais honnêtement, moi je ne pensais pas qu'on serait la vingtaine que nous sommes ce soir. Il doit être 18 ou 19 là. Je pensais qu'on serait une dizaine. C'est pas tellement différent de ce qu'on était les années passées. On a fait des réunions. Moi j'ai souvenir de réunions durant les européennes. On était au 10, 14, 17. Là, durant les municipales, on était plutôt une trentaine, parfois 40. Mais enfin, nous ne devons pas considérer que cette période un peu transitoire, un peu désagréable, où on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait, au sens large, c'est-à-dire au sens l'avenir de la France, et aussi au sens de nous, organisations militantes, nous ne devons pas considérer que cette période un peu désagréable soit un handicap, mais nous devons trouver dans les aspects désagréables de cette période, la distanciation sociale, les discussions sur les masques, nous devons trouver les ressorts et les forces pour nous organiser encore mieux, nous professionnaliser, comme l'a dit Titouan, en disant « je crois qu'il faudra faire mieux que l'extrême gauche, ce ne sera pas difficile ». Je crois que l'idée sous-jacente aussi de la parole de Titouan, c'était dire nous professionnaliser en tant que structure militante, être plus unis dans la manière dont on communique. Parce que nous avons, pas des divisions, mais des sensibilités qui sont naturelles, mais qui parfois
sont trop exacerbées, qui peuvent laisser croire que nous ne sommes pas aussi unis que nous pourrions l'être, puisque finalement nous partageons 98 ou 99% d'idées communes, là, tous. Il n'y a pas un seul type dans la salle qui soit pour plus d'immigration, moins de protection sociale pour les Français, débaptiser le nom de la France, arrêter l'industrie à Saint-Nazaire, et tout un tas d'idioties que j'égrène, là, il n'y a pas un seul type dans la salle qui soit pour ça. On est tous pour l'inverse de tout ça, et pour défendre les intérêts moraux et matériels de la France, pour défendre l'identité et la souveraineté française. Nous partageons tous cela en commun, malgré quelques différences de sensibilité à la marge. Eh bien, cette épreuve doit nous permettre, je pense, de travailler sur notre unité, de travailler sur l'affirmation de nos sensibilités, oui, dans un cadre privé, pourquoi pas, mais attention, dans un cadre public, à rester tout de même un minimum unitaire et à tirer dans le même sens, à agir collectivement dans le même sens, et à ne pas trop nous disperser dans des paroles publiques parfois qui peuvent être originales, qui ne sont pas forcément dans le sens qui est celui de l'intérêt des Nazériens. Nous défendons ici les Nazériens, les habitants des autres communes de la circonscription. Nous ne nous perdons pas dans des débats qui sont ceux de la politique parisienne, qui sont des débats instrumentalisés par la presse. Je parle de la presse au sens large, c'est-à-dire la presse, ça va de BFM TV à Ouest France. Nous ne laissons pas excessivement influencer par ce que peut dire Ouest France, par exemple, sur nous-mêmes. Combien de fois, moi j'ai entendu, y compris des choses positives pour nous, parce qu'elles étaient lues dans Ouest France, c'était pas toujours vrai, elles étaient perçues comme une réalité. Un exemple très concret, Ouest France a annoncé par exemple un candidat à une élection locale, un candidat du RN à une élection locale, dont il s'est avéré que ce n'était pas ce candidat, ce n'était pas Saint-Nazaire. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Mais si, il est candidat, je l'ai vu dans Ouest France ». Et puis ne pas être capable intellectuellement de concevoir que peut-être il y avait soit des informations volontaires, soit une erreur d'appréciation du journaliste. Ce n'est pas normal que des gens de chez nous, spontanément, croient davantage Ouest France ou BFM que les leurs. Mais il suffit de savoir quel côté est Ouest France. Ouest France est du côté du pouvoir. Mais globalement, ce n'est pas normal qu'il y ait, même chez nous, qui sommes censés être des gens éclairés, capables de saisir qu'il y a des enjeux de pouvoir qui sont globalement contre nous. Parce que les enjeux de pouvoir, ils ne sont pas en notre faveur. Ça n'est pas normal qu'il y ait trop de gens encore chez nous qui ne soient pas suffisamment conscientisés, éclairés sur la manière dont peut-être les médias, à la fois les manipulent et puis parfois font des erreurs involontaires, mais qui sont quand même des erreurs. Oui, plusieurs personnes, pas ici. Mais moi j'ai entendu, pour citer l'exemple de cette candidature qui n'en était pas une personne me dire très sûre de lui, mais il est candidat parce que je l'ai lu dans Ouest France. Et j'ai entendu aussi des personnes me dire « Ah là là, ça va pas, telle chose va pas parce que je l'ai lu dans Le Point, je l'ai vu dans BFM ». C'est un peu, pour ne pas rouvrir les plaies qui peuvent parfois être mal fermées, c'est un peu comme l'histoire du débat télévisé de l'entre-deux-tours avec Marine Le Pen, qui a sa part de vérité, c'est-à-dire un débat pertinent sur la forme, mais aléatoire sur le fond. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu ce débat, et ce semi-échec du débat, qu'il faut pendant, même si c'est moins le cas maintenant, qu'il faut pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, que cela nous démobilise, nous fasse nous demander si notre motivation est légitime, peut-être nous fasse perdre de la motivation. Nous entendons moins cet argument maintenant, mais je l'entends encore souvent. Je ne dénie pas aux gens de penser ce qu'ils veulent de ce débat, et peut-être d'en être déçus. Je n'en suis pas moi-même complètement satisfait, mais songeons que si ce débat est un prétexte pour nous démobiliser, ou tend à nous démobiliser, c'est tout de même nos adversaires qui gagnent à la fin. Alors ce débat, on en parle moins, mais il y a des tas d'autres choses qu'on lit dans la presse comme ça, dont je pense qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant, toujours adopter un regard critique sur la presse, même si ça n'est pas l'objet de cette réunion, je me permets de le dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce que disait Patrick tout à l'heure. Chers amis, merci pour votre présence. J'ai résumé les enjeux, c'est-à-dire
il y a la crise, mais ne nous privons pas d'agir, même s'il y a la crise. Il y a l'insécurité qui devient l'ensauvagement. Ne nous privons surtout pas de dire quelle serait notre politique si nous étions au pouvoir, et de le dire clairement avec des mots clairs. Et il y aura, à une échéance locale et régionale, les élections en 2021, où nous devrons participer, où nous devrons être force de proposition, acteurs militants sur le terrain, où nous devrons avoir des candidats dans les différents cantons et sur la liste des élections régionales. C'est très important que nous ayons cela en tête pour que nous repartions sur des bases militantes saines. Nous n'avions jamais quitté le militantisme entre mars et septembre. Simplement, notre militantisme n'était plus celui des réunions publiques, des tractages, etc. Mais nous devons maintenant reprendre le cours classique de notre militantisme, tout en étudiant notre forme. J'ai parlé du porte-à-porte tout à l'heure. Toujours rester au contact des Nazériens, des Crignacais, des Dongeois, et continuer à animer notre vie politique locale, toujours comme force d'opposition, mais qui puisse amener des propositions constructives. C'est cela qu'attendent ceux qui ont voté pour nous. S'il y a quand même des gens qui ont voté pour nous, on nous explique qu'on n'a pas fait de voix. Il y a quand même 1200 personnes qui ont voté pour nous dans cette ville, qui attendent que nous fassions un certain nombre de choses sur l'insécurité, pour défendre l'identité de notre ville, pour que notre centre-ville ne soit plus invivable, avec des trottoirs sales, défoncés. Ils attendent un certain nombre de choses pour que leur vie s'améliore concrètement, et c'est cela que nous devons viser, parce que c'est cela la politique. La politique, la gestion de la police, de la cité, la politique, c'est l'amélioration concrète de la vie des gens. Les aspects matériels qui sont importants, les aspects moraux aussi, rendre aux gens la dignité dont parfois ils ont été volés. C'est important que nous ayons cela à cœur, parce que les autres forces politiques ne le feront pas, et même ils aggraveront ce vol qui a été fait aux Français, à la fois de leur dignité, et puis ce vol de ce qu'était leur pays, de l'identité, de la souveraineté de leur pays. Eh bien, nous devons continuer à nous mettre j'allais dire nous mettre en marche, ben non, enfin nous mettre en branle, nous mettre en route, pour que, eh bien, il y ait de plus en plus de Nazériens qui comprennent objectivement notre message pour ce qu'il est, et qui choisissent notre voie, parce que nous sommes réellement la seule alternative au sommet au système Macron, à la base au système sans un. Il n'y a pas d'autre alternative que le Rassemblement national et les militants qui le composent, et dont je vous remercie de faire partie et d'être venus ce soir. Merci.